C'était Le Printemps des Arméniens, documentaire auquel vous pouvez réagir sur le hashtag DocuDébat, un documentaire réalisé par Laure Marchand, Gilles Kayat et vous, Guillaume Perrier. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Alexis Govsian, bienvenue. Vous êtes ancien président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, président de la mission 2015, conseiller régional UDI d'Île-de-France. Merci d'être là. En face de vous, Gaïd Minassian, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, auteur de Arméniens, le temps de la délivrance chez CNRS Éditions, également 1915 et le rêve brisé des Arméniens chez Flammarion. Et enfin, Philippe Kaltenbach, bonjour. Vous êtes sénateur PS, président du groupe d'amitié France-Arménie. Bienvenue à tous. Alors Guillaume Perrier, vous avez co-réalisé ce documentaire avec Laure Marchand, tous les deux. Vous avez également écrit La Turquie et le fantôme arménien. Comment sont nés ces projets ? Ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille sur la question. En fait, ils sont nés d'une manière assez simple. C'est qu'on est allé tous les deux s'installer comme journalistes en Turquie en 2005 et on est arrivé à l'époque dans une espèce de bouillonnement politique sur cette question arménienne que nous avons été amenés à couvrir en tant que journalistes, en tant que correspondants pour la presse française. Il faut se souvenir qu'en 2005, c'était l'époque où le romancier Orhan Pamuk était traîné devant la justice pour avoir notamment reconnu ce génocide arménien. Il a été accusé d'insulte à l'identité turque pour ça. Il a été poursuivi donc par la justice. Il y avait une grande ferveur nationaliste autour de ces questions à l'époque et depuis ça n'a jamais vraiment cessé. Donc on a commencé à travailler un petit peu sur cette question de l'identité arménienne et de l'identité turque par conséquent. Et de ce projet est né effectivement un livre qui a été publié chez Actes Sud il y a 2 ans maintenant et que nous avons en quelque sorte adapté avec ce documentaire. D'où le choix de tourner ce film en Turquie, en Anatolie précisément, et pas... Bien sûr, alors nous, notre démarche elle est journalistique, c'est pas une démarche d'historien et on était extrêmement attachés au fait de se projeter dans le temps présent et pas dans le passé, vraiment d'enquêter non pas sur 1915 mais sur 2015 et sur les répercussions que peut avoir un génocide sur un pays qui continue à le nier un siècle après. Donc comment cette mémoire aujourd'hui est piégée par la non-reconnaissance du génocide par la Turquie, et donc comment ce fantôme arménien continue à hanter non seulement les Arméniens, mais aussi les Turcs. C'était ce choix de la mémoire, parce qu'on voit très bien dans le documentaire, à travers cet homme qui décide de partir, découvrir d'où il vient. On comprend que dans cette Turquie, donc qui est dans la négation, l'amnésie, il reste du peuple arménien, les silences, les secrets, le déni des origines, les changements de nom. Donc, c'est-à-dire justement la mémoire contre l'amnésie. C'était cet angle-là précisément que vous vouliez traiter. Oui. Ou est-ce que vous l'avez finalement découvert en cours d'enquête ? C'est cet angle-là qu'on voulait traiter dès le départ. Après, évidemment, l'enquête nous a révélé des choses qu'on ne soupçonnait pas au début. C'est-à-dire que le sujet est d'une ampleur bien plus importante que ce à quoi on s'attendait quand on a commencé à travailler sur cette question. Et on s'est aperçu finalement que ce siècle de déni, de négationnisme et d'effacement de la présence des Arméniens s'était soldé par un échec retentissant, puisque aujourd'hui, la présence arménienne, elle est réelle, elle est bien visible. Ce n'est pas uniquement des traces ou la présence de la mort. Il y a des Arméniens bien vivants sur ces terres. Il y a une culture qui est encore vivante et qui ne demande qu'à s'exprimer. Alexis Govsian, vous êtes né en Turquie. Vous êtes arrivé en France à 17 ans. Vous n'avez appris la réalité du génocide qu'à 14 ans, un jour, lors d'un cours d'histoire dans votre collège d'Istanbul. Vos parents ne vous avaient jamais parlé du génocide, de ce que j'ai lu. Et c'est parce que ce jour-là, vous avez posé une question que vous avez su comment ça s'est passé, c'est-à-dire comment vous avez découvert tout ça. En fait, c'était dans un collège de pères mékitaristes, collège catholique arménien, et j'étais élève dans ce collège, et pendant un cours de littérature arménienne, la question de l'époque contemporaine a été abordée avec les poètes, les écrivains et les différents intellectuels qui avaient travaillé sur la question de la littérature arménienne, et la plupart étaient nés en 1800 et quelques, et toujours morts en 1915. Du coup, j'ai posé la question effectivement au père qui faisait ces cours, qui s'appelait le père Ayanian, et qui m'a, après quelques péripéties, expliqué la mémoire du génocide. Donc j'ai reçu cette mémoire, on ne me l'a pas transmise.
dans la famille parce que c'était une mémoire vécue par les parents, les grands-parents. Mais comme dit Gérard Chaliand, la mémoire vécue n'est pas forcément celle que l'on vous transmet. Et je l'ai reçue tout à fait par hasard et parce que c'était un tabou qui a été levé depuis lors par des intellectuels et par la société civile, en tous les cas une partie de la société civile en Turquie. Mais à l'époque, j'avais 17 ans, j'avais même 14-15 ans. Ouais. Et c'était bien plus compliqué que cela. C'était non seulement un tabou, mais éminemment dangereux de parler de questions relatives au génocide, même d'évoquer simplement le fait qu'il y ait eu des Arméniens en Turquie et en Anatolie, alors que nous étions une minorité à Istanbul, certes confinés dans des quartiers avec une sorte de ghettoisation qui était celle des Arméniens, mais aussi des Grecs et des Juifs. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai appris la réalité du génocide, ce qui m'a conduit à vouloir partir, en tous les cas. Donc votre réaction a été très forte, en fait. Elle a été... Oui, bien sûr, parce que je l'ai appris... Vous êtes parti à 17 ans, donc en l'espace de 3 ans... Je l'ai appris par ce père. Ensuite, j'ai questionné mes parents, bien évidemment. Et sans me répondre, mon père m'a amené au cimetière arménien et j'ai vu le vieux jardinier qui s'appelait Monsieur Aram, que je connaissais parce que j'étais enfant de chœur, que j'ai vu ce jour-là et il m'a raconté son histoire et la manière dont les choses s'étaient passées du côté de Chabin Karahisar, qui est un coin assez connu des Arméniens. Et donc j'ai compris la réalité des choses. Bien évidemment, je ne voulais plus rester en Turquie, mais en même temps, nous avons passé un accord avec mes parents. C'était de terminer l'école et de partir après. Gaël Minassian, vous êtes né en France. Vous vous considérez comme un Français avec 2 cultures. Comment l'histoire du peuple arménien, vous a été transmise? Comme beaucoup de Français issus de la 3e génération, c'est-à-dire de témoignages des grands-parents, des parents. Mais vous n'avez pas connu ce tabou-là? Ah non, parce que moi je ne suis pas né en Turquie, fort heureusement, par rapport à ce tabou. J'ai aucun problème à être né en Turquie, mais par rapport au tabou, je précise. Non, moi je suis né à Versailles, vous voyez. J'ai grandi en dehors de tout milieu arménien, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Et en fait, l'Arménie, c'était mes grands-parents. Et donc, c'est comme ça que je me suis un peu intéressé au départ. Et puis après, de plus en plus, j'ai lu. Spécialisé même. Et maintenant, alors spécialisé, c'est un bien grand mot, parce que les experts sont là pour se tromper. Enfin, quand même. Mais disons, voilà, que ça m'intéresse. Voilà. Mais c'est les relations internationales qui m'intéressent. Et on va y revenir. Philippe Kaltenbach, vous n'êtes pas arménien, mais qu'est-ce qui vous a poussé à défendre cette cause-là aujourd'hui au Sénat? Moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis élu à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de Clamartois qui sont d'origine arménienne, plus de 10% des Clamartois. Et donc, étant élu dans cette ville, conseiller municipal, puis maire, j'ai été en contact avec beaucoup de Clamartois d'origine arménienne, c'est devenu mes amis. Et donc, de fil en aiguille, j'ai porté aussi leur combat et leur cause. Mais pas seulement parce que c'était mes amis, aussi parce que j'ai considéré que leur cause était juste. Et donc, ça m'a amené à m'engager, à la fois en tant que maire, en tant que conseiller régional à la région Île-de-France, et puis maintenant 4 ans au Sénat, en tant que président du groupe d'amitié France-Arménie, ici au Sénat. Aujourd'hui, donc, Gaël Minassian, ce qu'on disait, c'est que vous dites, je ne suis pas spécialisée, mais enfin quand même, vous venez d'écrire un livre très fouillé et précis sur les relations internationales. Dans votre livre, vous parlez de l'hyperpuissance de la mémoire arménienne, et vous dites que pour construire son destin, il faut s'affranchir du poids du passé. Vous avez tout dit? Non, j'ai pas tout dit. C'est-à-dire que vous estimez aujourd'hui, et c'est intéressant de discuter, est-ce que cette mémoire aujourd'hui est tellement forte qu'elle rend difficile l'idée d'envisager un destin? Alors oui, cette mémoire est trop forte. Et l'usage qu'en font les Français d'origine arménienne, ou même les Arméniens de toute la diaspora, pour moi personnellement, il est trop fort et il commence à être de plus en plus stérile. Ils en font un usage tourné vers le passé et pas un usage où on peut tirer des leçons. Parce que il y a aussi au sein du peuple arménien des questions à traiter.
Il ne suffit pas de dire toujours la Turquie est responsable, la Russie est responsable, l'Azerbaïdjan est responsable. Il y a aussi des choses à traiter en interne. Et c'est ce travail-là qui doit être fait. Et la mémoire, si c'est une mémoire tournée vers le repli, vers le passé, c'est pas intéressant. Ça donne l'impression que l'identité est en train de mourir. Mais si c'est une mémoire à partir de laquelle on peut tirer des enseignements et faire un peu ce qu'ont fait Guillaume et Laure, c'est-à-dire prendre un sujet et le sortir de sa mémoire, parce que c'est ça la grande prouesse du livre de Guillaume et de Laure, c'est qu'ils ont transformé la mémoire en sujet d'histoire. Voilà. Et l'histoire, on va y revenir dans quelques instants. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'il faudra arriver à faire. Alexis Gossian. Je crois qu'on ne peut pas être, comme disait Anouilh, on ne peut pas être un voyageur sans bagage. La mémoire est éminemment importante et elle est fondatrice de l'identité de chaque personne, quel que soit son milieu, sa communauté, son peuple et le cadre dans lequel cette personne évolue. Ensuite, effectivement, il y a la mémoire qui est dans un cadre plutôt passéiste et aussi celle qui est actuelle et qui tend vers le futur. Je crois que Gaïz a raison, Gaïz Minassian, il faut être dans une logique de mémoire vivante et transmettre la flamme et non les cendres. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'éminemment important. Et cette transmission de la flamme et non des cendres, c'est Jaurès, c'est pas moi. Donc, mais c'est tout le travail qui doit être fait. Mais il y a une spécificité quand même à la mémoire arménienne. Nous l'avons vu avec le travail de Guillaume Perrier, de Laure Marchand, de tous ceux qui travaillent depuis des années. Les responsables politiques connaissent bien le sujet. Cette spécificité, c'est la non-reconnaissance par la Turquie et une politique d'État négationniste qui fait que la mémoire ne s'épanouit pas dans sa totalité et les uns et les autres ne vivent pas leur mémoire comme quelque chose de naturel qui s'appuie sur le passé, qui vit le présent et qui tend vers l'avenir. C'est cet aspect-là qui est aujourd'hui un peu emblématique, un peu différent, qu'il faut, j'espère, canaliser. Mais ce qui est certain, c'est que 100 ans après, c'est intact. C'est intact. Et aujourd'hui, si certains pensaient que les choses iraient vers une diminution, ce n'est pas le cas. Je voudrais... Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire, parce que vous dites pour s'affranchir du poids du passé, il faut comprendre. C'est aussi réévaluer le rapport histoire-mémoire. C'est ça. Vous dites on ne peut pas comprendre le génocide de 1915. Enfin, on ne peut que le comprendre qu'en analysant la manière dont les Arméniens issus de royaumes religieux disparus ont été soumis durant tout le 19e siècle aux affrontements des politiques impériales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ? Tout simplement que la mémoire est une domination. Tout simplement que ce peuple a été très longtemps, peut-être trop longtemps même, soumis à des puissances, à des autorités, d'ailleurs des puissances étrangères et des autorités aussi nationales. Et tout ceci a fait que cette identité arménienne est une identité de dominée. Et comment s'affranchir de ces différentes sources de domination et de servitude, c'est toute la question arménienne, elle est là. C'est comment on s'affranchit des logiques de dépendance et de domination. C'est par rapport au génocide, par rapport à l'indépendance, par rapport au Karabakh, par rapport à soi-même déjà. Et c'est tout ce travail-là qui mérite d'être, à mon avis, suivi, traité, expertisé. Et là où je comprends ce que dit Alexis Gossian, mais en même temps, je pense que c'est important de faire comprendre aux opinions publiques que la question arménienne n'est pas une question tournée vers le passé, parce que quand vous parlez que de mémoire, les gens s'en foutent. Et à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. C'est bon, c'est à 100 ans, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il faut arriver à faire comprendre en quoi la question du génocide arménien, du moins son déni, et la question arménienne tout court, sont tournées vers le présent et l'avenir. Parce qu'il en va de la paix dans la région, il en va de la normalisation des relations turco-arméniennes, donc ce n'est pas un problème tourné vers le passé. Donc si vous mettez l'accent sur la mémoire, vous donnez l'impression à votre interlocuteur que vous êtes tourné vers 1215, 1515, 1915, etc. Alors c'est pas ça. Il faut aller regarder devant et pas derrière. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, passer effectivement de la mémoire à l'histoire. Ça ne veut pas dire boycotter la mémoire. C'est pas le point de l'ancien président d'Arménie. C'est une question plus de diaspora, selon lui. Non, parce que la diaspora est porteuse de cette mémoire, parce que c'est elle qui a vécu directement les effets du génocide arménien. En même temps, une partie du peuple arménien actuel en Arménie est aussi
cette partie-là, est aussi l'héritière du génocide. Il y a eu beaucoup de rescapés, beaucoup de réfugiés qui sont partis dans le Caucase, russe puis soviétique. Donc c'est quelque chose qui traverse le temps arménien, qui traverse l'espace arménien, c'est-à-dire vous avez autant de petits-fils de rescapés en France comme aux États-Unis, comme en Argentine, au Canada, Liban, etc., même Turquie, et également aussi en Arménie actuelle. Donc chercher à pas diviser, mais mettre un petit peu comme ça en vis-à-vis Turquie, diaspora et Arménie, c'est ne pas comprendre le vrai sujet. Et on va y revenir. Voilà. Vous vouliez réagir? J'étais pendant le week-end de Pâques en Arménie, à Erevan, pour 3 jours, des réunions relatives à 2015. Et il faut que vous y soyez pour voir à quel point le pays est totalement mobilisé, avec président, gouvernement, institutions, simples citoyens, partout, en ville, dans les campagnes, autour de la question du centenaire, de la mémoire, de la justice, de la revendication. Et c'est quelque chose de global, et ce n'est pas forcément que la diaspora. Gaël Zminassian a tout à fait raison. C'est une question de nation arménienne, c'est-à-dire l'Arménie, le Haut-Karabakh et la diaspora, puisque cette question est beaucoup plus globale et organise l'avenir de la société arménienne. Si je peux me permettre, oui. Le lien, ce n'est pas uniquement le génocide. Le lien fondamental des Arméniens du monde entier, Arménie, diaspora, peu importe, c'est la sécurité du peuple arménien. Quand vous avez vécu un génocide qui n'est pas reconnu par l'État héritier des bourreaux, vous êtes forcément obsédé par cette question de sécurité. Et si le système international, j'espère qu'on y viendra, ne garantit pas la sécurité à quelque peuple que ce soit, forcément ce peuple va être, pas arc-bouté, mais va être très sensible à cette question de sécurité. Or, on sait qu'aujourd'hui dans le Caucase, le peuple arménien est menacé par une forme d'insécurité régionale, et forcément, avec la question du Karabakh, on y reviendra peut-être, le génocide qui n'est pas reconnu, la Turquie qui impose un blocus, l'Azerbaïdjan qui impose un blocus, donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que la sécurité est au cœur du dispositif politique arménien. D'où l'intérêt des autorités arméniennes et du peuple arménien de mettre en avant la question du centenaire. Il n'y aurait pas de déni, il n'y aurait pas de négation, il y aurait un autre paysage, il y aurait d'autres mentalités sûrement en Arménie. Ce serait différent. Il y aurait toujours, mais différent. Et vous dites, et pour finir sur l'histoire, cette partie-là, vous dites aussi, Gaël Zminassian, dans votre livre, que la République française devrait pouvoir dire que le génocide arménien est aussi une affaire française. Pourquoi ? Mais oui, parce qu'un génocide, ça ne touche pas uniquement la victime et les bourreaux, ça touche l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, qu'on soit arménien ou pas arménien, peu importe, ça touche l'ensemble de l'humanité. Ma réaction serait la même si ça avait été un autre peuple qui avait été victime d'un génocide nié. Donc ça n'a rien à voir avec Turquie-Arménien. C'est un crime contre l'humanité, donc toute l'humanité est concernée par ce qui s'est passé en 1915. Si je peux me permettre, c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas que parce que c'est un crime contre l'humanité, c'est d'abord parce que la France a une histoire très ancienne avec les Arméniens. Le dernier roi d'Arménie était français, Léon de Lusignan. Je crois qu'il faut comprendre aussi ces relations particulières. Du temps de Louis XIV, on était en train de traiter la question des Arméniens. Le mouvement arménophile avec Jaurès, Anatole France, Clémenceau, avant le génocide, était dans une logique d'accompagnement des Arméniens. Et la France était présente en Turquie pendant le génocide. Et elle était en guerre contre l'Empire ottoman et elle fait partie des 3 puissances, la France, l'Angleterre et la Russie, qui déclarent le 24 mai 1915 que ce qui se passe en Turquie est un crime contre l'humanité et que la France va demander des comptes à ceux qui sont en train de commettre ce crime, c'est-à-dire les jeunes Turcs, c'est-à-dire les Talat, Enver, etc. C'est beaucoup plus complexe que le seul fait d'être... oui, effectivement, on a des valeurs, on est la France, on porte des choses, on doit accompagner toute cause, en tous les cas, de ceux qui en ont besoin. Mais dans le cas des Arméniens et du génocide des Arméniens, il y a une particularité. La France a beaucoup plus à faire parce elle a toujours été là, elle était présente. Elle a d'ailleurs ensuite accompagné les survivants, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forte diaspora. Guillaume Perrier, vous voulez réagir ?
C'est un petit peu un des arguments de la Turquie, notamment, de dire à la France il faut que la France se mêle de ses affaires, c'est un problème qui ne concerne que la Turquie et l'Arménie. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Il faut se souvenir de la phrase que Jaurès a prononcée à l'Assemblée nationale. L'humanité ne peut pas vivre avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné. Il parle de l'humanité, pas de la Turquie ou de l'Arménie. Donc, effectivement, la France a toute sa place dans ce débat et doit jouer son rôle pour, effectivement, essayer de guider l'humanité et pas la Turquie ou l'Arménie vers une forme de reconnaissance de ce génocide. Alors, on va parler... Et puis, excusez-moi, en faire un problème turco-arménien, selon la thèse officielle turque, ça donne l'impression qu'à l'époque, il y avait deux États qui se sont fait la guerre, qui se sont opposés. Or, c'est pas du tout ça. Ce sont des sujets ottomans qui ont été tués. Il n'y avait qu'un seul gouvernement. Et c'est un gouvernement qui s'est retourné contre une partie de sa propre population. C'est ça. La réalité, c'est pas un État à l'Arménie. L'Arménie est née en 18, pas avant. Et vous dites que, aussi, Galmination, que la terre arménienne a disparu en 8 ans. Alors, pas que la terre. Enfin, la terre... Ce que je dis, c'est qu'entre 1915 et 1923, 8 ans, c'est rien. Imaginons ce que c'est pour nous 8 ans. 8 ans, on est en 15, 2007, c'est ça 2007 en France, qu'est-ce qui se passe? C'est la présidentielle. Donc c'était hier. 8 ans. En l'espace de 8 ans, ce peuple est l'objet de 3 types d'extinction. Une extinction physique, 1 500 000 Arméniens en 15. Allez hop. Extinction politique en 1920, il n'y a plus d'indépendance. Bolcheviks et kémalistes se sont mis ensemble pour étouffer l'Arménie. 1923, la communauté internationale, la Turquie dedans, mais aussi la communauté internationale, notamment les puissances européennes, lance l'extinction diplomatique, le traité de Lausanne, il n'y a plus de questions arméniennes, le mot Arménie n'existe plus et il est effacé du droit international. En 8 ans, ce peuple disparaît des radars de l'histoire. 8 ans. Quel est le peuple aujourd'hui? Quelle est la nation aujourd'hui qui pourrait disparaître en 8 ans? Alors que cette cause, elle a été lancée, impulsée par les puissances européennes en 1878, voire un peu avant. Donc forcément, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut éteindre, étouffer, annihiler, exterminer un peuple et ce qu'il cherchait à défendre, des droits, et après se dire, oh ben, faut pas offenser la Turquie quand même. Ça fait 100 ans, la Turquie est une puissance. Mais attendez, de quoi on parle? On parle d'une humiliation qui date depuis 100 ans. À partir de quand la communauté arménienne s'est-elle réellement saisie de la mémoire du génocide et a commencé à revendiquer la reconnaissance? Très tôt, pratiquement après le génocide, il y a eu d'abord la constitution de diaspora. Donc il a fallu organiser la communauté des survivants un peu partout. Les organisations ont joué un rôle très important. Et ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et une transmission qui a commencé à se faire jour. Et ensuite, véritablement, le départ, c'est le 50e anniversaire, donc 1965, où dans le monde entier, y compris en Arménie, à l'époque soviétique, il y a une prise de conscience de la manière d'organiser la reconnaissance, en tout cas la demande de reconnaissance par la Turquie du génocide. Et à ce moment-là, les choses commencent véritablement. On peut dater cela de 1965, sachant qu'entre 1918, 1923 et 1965, les choses ne se sont pas arrêtées. Tout est resté intact, mais il fallait organiser, ouvrir des écoles, organiser les églises, parce que ce sont des parties intégrantes de l'identité arménienne. Lorsque vous avez une langue et une religion, et que c'est ça qui fait l'organisation d'une histoire, d'une civilisation 3 fois millénaire, cette civilisation a dû aussi être maintenue, conservée en plus dans une logique de diasporique où l'Arménie était seulement soviétique, donc nécessairement loin. Et on va parler de ça tout de suite. On réécoute un premier extrait du documentaire. C'était une position politique que j'avais prise. C'est-à-dire non, tant que la Turquie n'aura pas avancé, n'aura pas fait un pas en avant, il est hors de question que j'aille mettre les pieds là-bas, hors de question, hors de question, hors de question. C'est des discussions avec des amis arméniens qui, eux, font régulièrement le voyage en Turquie, qui m'ont dit, mais bon, il faut y aller, il faut enlever le blocage psychologique, voilà. Une peur primaire de l'assassin, du bourreau, de la figure du Turc avec lequel on ne peut pas parler, avec lequel on ne pourra plus jamais parler. Quand on parle de la diaspora arménienne aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'une ou de plusieurs diasporas? Plusieurs, forcément. Guillaume Perret, d'accord? Ouais. Guillaume Perret, vous voulez répondre? La diaspora, effectivement, pardon Guillaume, c'est pluriel parce que
les Arméniens sont d'abord et avant tout les citoyens des pays dans lesquels ils vivent. En France, nous sommes des Français d'origine arménienne, avec tout ce que cela comporte, comme à la fois des droits et des devoirs. Et cette façon de vivre la République est très forte. Vous pouvez avoir, parmi les 500 à 600 000 Français d'origine arménienne, une véritable appartenance à la République qui peut ne pas être du tout la même au Moyen-Orient, en Iran ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Il n'empêche, mais l'identité se fait aussi par la langue, la culture et la mère patrie qui constitue un horizon vers lequel on regarde tout en étant dans sa patrie. Philippe Kaltenbach, on parle de 450 000 à 600 000 Français d'origine arménienne. Que signifie être arménien de France ou en France? Moi, j'adhère complètement au discours d'Alexis Goffsian. Les Français d'origine arménienne sont avant tout français. Ils sont citoyens français, parfois depuis presque un siècle, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Ils sont français comme de très nombreux autres Français qui sont venus d'autres pays et qui maintenant ont fait souche et sont complètement français. Mais ils ont gardé, au fond du cœur, on ne peut pas leur en vouloir, un attachement avec leur langue, leur culture, et puis maintenant l'Arménie qui est un pays indépendant. Et donc il y a ce lien entre à la fois je suis français, mais j'ai également dans mon cœur un attachement fort à l'Arménie. Donc il y a toujours les deux côtés de la même pièce. Alexis Goffsian, votre engagement politique, c'était une façon justement de représenter votre communauté, de défendre une histoire. Est-ce qu'il y a un vote arménien aujourd'hui? Non. Non, on ne peut pas dire qu'il y a un vote arménien. J'ai d'abord beaucoup milité pour la reconnaissance du génocide, d'ailleurs, y compris dans cette maison. Et y compris avec Public Sénat, puisqu'il y avait des émissions il y a encore une quinzaine d'années sur cette question de la reconnaissance par la France du génocide à travers une loi qui a été votée en 2000-2001. Et j'ai beaucoup milité, et ensuite, naturellement, parce que l'engagement politique est quelque chose d'important et que lorsqu'on est un homme, on est aussi responsable. Et cette responsabilité doit s'organiser pour servir et puis pour accompagner tous ceux qui nous entourent, c'est-à-dire la communauté française. Et j'ai souhaité prendre ma part au niveau du conseil régional parce que c'est la formation professionnelle, l'apprentissage, l'accompagnement des jeunes, donc l'emploi. C'est quelque chose que je sais à peu près faire et aussi avec un engagement municipal parce que le fait de travailler concrètement sur le terrain est quelque chose d'important. C'est le sens de la politique que je fais. Je ne fais pas de carrière politique et je ne m'adresse pas au vote arménien. S'il y en a qui votent, tant mieux. Mais vous savez, les Arméniens, c'est comme tous les Français. Certains sont à gauche, d'autres à droite, et encore d'autres au centre. Voilà, donc, et justement, maintenant que la France a reconnu le génocide, quel combat il vous reste à mener? En 2012, la proposition de loi dite loi Boyer, visant à pénaliser la négation d'un génocide, a été invalidée par le Conseil constitutionnel. D'abord, pourquoi? Et ensuite, les combats. Guillaume Perrier? Pourquoi elle a été invalidée? Alors ça a été le prétexte qui a été pris, c'est la défense de la liberté d'expression. Évidemment, il y a un débat extrêmement agité sur cette question, puisque est-ce que le négationnisme est une forme de liberté d'expression? On peut en discuter très longtemps, en tout cas sur la Shoah, avec la loi Guesso. La loi Guesso, ça n'est pas le cas. Donc pourquoi traiter le génocide des Arméniens, qui est lui aussi reconnu par la loi française, de manière différente, sachant qu'on affronte effectivement sur le sol français un négationnisme d'État financé par la Turquie et par l'Azerbaïdjan, qui a donné lieu à des manifestations qu'on a vues devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat en 2012, pour essayer de faire pression justement sur le vote des parlementaires. Donc est-ce que c'est une forme de liberté d'expression ou au contraire une forme de propagande haineuse de la part d'un État négationniste? Tout le débat est là. Alors justement, François Hollande avait déclaré qu'un nouveau texte était en préparation. Est-ce que c'est le cas? On en est où? Oui. C'est un engagement qu'a pris François Hollande. Il l'a rappelé à plusieurs reprises. Il l'a rappelé lors de manifestations le 24 avril à Place du Canada. Il l'a rappelé également lors d'un voyage officiel il y a quelques mois en Arménie. J'étais avec lui, donc il l'a rappelé au président Sarkissian. La France travaille sur un nouveau texte de loi, qui ne sera pas une proposition de loi, mais un projet de loi donc porté par le gouvernement et validé en amont par le Conseil d'État. Et c'est vrai qu'il faut trouver le bon véhicule législatif et les bons arguments pour ne pas être censuré de nouveau par le Conseil constitutionnel.
parce que si on était censuré une deuxième fois, ça serait catastrophique, et même pour la défense de cette cause. Donc je sais qu'il travaille avec des juristes et le ministère de la Justice pour utiliser peut-être une directive européenne de façon à bien sanctionner la négation de tous les génocides, en englobant l'ensemble des génocides. Et donc voilà, on est sur ce dossier pour aboutir le plus vite possible. Et je pense d'ailleurs que François Hollande devrait sûrement faire des annonces lors de son déplacement le 24 avril à Yerevan. Alexis Gostion. Vous l'avez montré à travers les images, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande avaient pris l'engagement effectivement de refaire un texte, mais que cette fois-ci, que ce soit un projet de loi donc d'origine gouvernementale et qui s'appuie sur quelque chose de fort et inattaquable, incontestable. C'est tout le travail qui est fait, effectivement, actuellement. Il y a un problème au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a un négationniste turc qui est en procès et on attend aussi la fin de ce procès pour avoir toutes les garanties, tout ce qui doit accompagner le nécessaire vote et la confirmation et la promulgation de la loi. C'est quelque chose qui est en cours. En tous les cas, l'Élysée et le gouvernement suivent ça avec beaucoup d'attention. Je sais que les organisations arméniennes et aussi tous les responsables politiques sont en relation permanente sur cette question. C'est une histoire de quelques mois. Alors, c'est la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, effectivement, qui va avoir le dernier mot sur cette question, puisque de leur jugement va dépendre la possibilité ou non pour les parlementaires français, pour le gouvernement, de déposer un nouveau texte de loi sur cette question. Sinon, il n'y a aucune chance qu'ils puissent passer le Conseil constitutionnel. Alors, j'en reviens à votre documentaire, Guillaume Perrier, son titre « Le printemps des Arméniens est porteur d'espoir ». Dans votre livre, vous consacrez un chapitre aux justes turcs qui se sont élevés contre le génocide. Vous parlez aussi des intellectuels turcs qui œuvrent pour la reconnaissance. La société civile est-elle en train d'évoluer contre l'État turc? On réécoute un extrait du documentaire, on en parle tout de suite. Les gens du village nous disent que notre famille est arménienne. Comme mon père l'a accepté, je l'accepte également. Non, je n'ai pas eu de problème avec mes amis ou mes camarades de classe. Des fois, nous parlons de ce sujet en classe, que ce soit en cours de religion ou en cours de sciences sociales. Les profs nous disent qu'il y avait des Arméniens ici avant. Mes copains de classe disent que ma famille aussi est arménienne. Que ce soit mes amis ou mes profs, ils ne disent rien de méchant. Au contraire, ils me disent que c'est une très bonne chose que j'accepte mes origines et que je connaisse mon histoire. Je n'ai aucun problème. Donc tu ne vas pas au cours de religion? Bien sûr que je vais au cours de religion. Ce n'est pas parce que je suis arménienne que je suis forcément chrétienne. Je suis alévi et j'y crois. Alors, pour comprendre la position de la Turquie, on peut citer l'historien turc Taner Aksam, que vous citez chacun dans vos livres respectifs, Guillaume Perrier, Gaz Minassian. Taner Aksam dit que la Turquie a mis en place une véritable industrie de la négation, c'est-à-dire que tout le système politique et ses institutions, vous allez m'expliquer pourquoi vous seriez, sont fondées... C'est lui qui l'a récupéré, cette expression, c'est pas moi. Ah bon, d'accord, donc sont fondées sur la négation du génocide. Alors, qui de vous veut réagir là-dessus et nous expliquer un petit peu? Il y a une industrie, ce que veut dire Taner Akçam, c'est qu'effectivement, sur cette idéologie négationniste, qui est centrale aujourd'hui pour comprendre l'État turc, il y a une forme d'industrialisation de la communication de cette idéologie qui a été mise en place par la Turquie à travers tout son appareil d'État, toutes ses institutions, sa diplomatie, c'est l'un des piliers fondamentaux de la diplomatie turque aujourd'hui, c'est de nier le génocide arménien. Voilà, c'est-à-dire qu'une bonne partie du personnel de l'ambassade turque qui est à Paris est affecté à cette tâche, à produire de la littérature négationniste, à répondre, vous y aurez droit aussi, sans doute sur Public Sénat, à des courriers de l'ambassade disant que ça n'est pas un génocide, que c'est une... Voilà. Donc, c'est vraiment un des piliers centraux de la politique turque, encore aujourd'hui, un siècle après, puisqu'on est dans le prolongement de ce génocide avec la négation. Est-ce que, Alexis Gostion, revenir sur ce négationnisme, aujourd'hui, ça voudrait dire, depuis 100 ans, on vous a menti? Absolument, je crois que c'est la question centrale. La République turque a été fondée sur le mensonge. Mustafa Kemal, que beaucoup définissent comme étant un grand homme, a fait réécrire l'histoire de la Turquie. Et dans cette histoire, les dernières années sombres de l'Empire ottoman ont disparu.
il n'y avait plus d'Arméniens, sauf ceux qui en voulaient aux Turcs. Il n'y avait plus de Grecs, sauf ceux qui étaient des ennemis des Turcs. Et il y avait une nation turque fière, déterminée, conquérante. Et c'est cette histoire qui a été racontée aux Turcs depuis 1926-1927 jusqu'à aujourd'hui. Et le fait de dire, et par ailleurs, tous les biens des Arméniens, y compris à Istanbul, les palais présidentiels, la place de Taksim, c'est l'ancien cimetière arménien, alors que vous avez aujourd'hui une place où les gens peuvent faire des manifestations. Tout cela est d'une présence extraordinaire et que la Turquie n'accepte pas, occulte en permanence, parce que le fait de reconnaître cet aspect des choses, ne serait-ce que de reconnaître qu'il y a eu des Arméniens, c'est une façon de reconnaître qu'il y a eu un génocide et ça ne fait pas partie de la politique d'État négationniste de la Turquie. C'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, celui qui va avoir le courage de dire « on vous a menti », c'est cette personne-là qui sera, comme Willy Brandt à Auschwitz, en train de s'agenouiller et demander pardon au peuple juif. Et c'est cette personne-là qui fera le travail, mais on n'en voit pas les prémices, en tous les cas, avec les dirigeants actuels, comme c'est du passé. Alors, quand il y a une semaine, le pape François célèbre une messe en mémoire des victimes du génocide, qu'il prononce le mot génocide pour la première fois, il parle de la première tragédie du XXe siècle, il dénonce le négationnisme, c'est un message envoyé à la Turquie. D'ailleurs, la Turquie a répondu, le message, la réponse n'est pas fait attendre. Mais est-ce que ce geste du pape peut avoir des effets? C'est un acte politique très fort. Bien sûr, un acte politique très fort. Quels effets? La société turque évolue doucement. Il y a des intellectuels qui, c'est vrai, amènent le débat, même des habitants qui ont des amis arméniens, des étudiants qui vont à l'étranger. Donc le débat avance lentement en Turquie. Mais il faut que ceux qui portent ce débat en Turquie se sentent soutenus. Et c'est vrai que plus il y a d'États qui reconnaissent, plus il y a de grandes voix, comme celle du pape, qui disent oui, il y a eu génocide, plus ça renforce ceux qui, en Turquie, faut avancer cette idée. Parce que l'objectif final, bien sûr, c'est que la Turquie reconnaisse aussi qu'il y a eu génocide. C'est ça l'objectif. Et donc il faut, pour que cette idée avance, le plus vite possible en Turquie, qu'il y ait des pressions au niveau international et que ce message soit relayé. Et là, avec ce coup de projecteur à l'occasion du centenaire, je crois que ça va être un moment fort aussi pour faire avancer cette idée dans le monde, mais aussi et surtout en Turquie, pour que les Turcs prennent bien conscience qu'il y avait des Arméniens, qu'il y a eu un génocide, et que c'est leur intérêt aussi que de le reconnaître pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Gaz Ménation. Par rapport à ce qu'a dit le pape, pape François, pourquoi est-il important que ce génocide soit reconnu? Pourquoi les Européens, les Occidentaux, mais les Européens en particulier, puisque la Turquie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, pourquoi il est important que ce génocide soit reconnu et ne soit pas placé en aval d'un processus, mais en amont? C'est peut-être trop tard maintenant, mais je vais vous dire pourquoi, selon moi. Premièrement, il n'y aura pas de démocratisation totale de la société turque et de l'État turc tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance du génocide. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à extraire cette violence structurelle de l'État, puisque un génocide, c'est un État qui se tourne contre sa propre population, a priori. Donc si vous n'arrivez pas à extraire cette violence structurelle de l'État, vous n'arrivez pas à faire d'un État un État de droit et un État démocratique. Or, c'est le cas depuis 100 ans pour la Turquie, premièrement. Donc la violence structurelle est toujours là. Et je vous ramène aux travaux d'Hamid Bozarslan, sociologue à l'École des hautes études, qui reprend cette idée-là. Deuxièmement, si vous n'arrivez pas aussi à reconnaître le génocide des Arméniens, la société civile turque ne pourra pas se libéraliser et les citoyens turcs ne pourront pas vivre pleinement leur citoyenneté, c'est-à-dire loin du nationalisme. Et ce n'est pas uniquement valable pour la Turquie, c'est valable pour tous les États nationalistes. Mais loin du nationalisme, loin du discours officiel. Et récemment, Hassan Cemal, le petit-fils de Cemal Pacha, qui est un des bourreaux du génocide des Arméniens, il dit « ça y est, j'ai réussi à m'autonomiser ». Parce qu'elle est là la clé. Plus la société civile turque prendra conscience qu'il y a eu un génocide des Arméniens, plus elle s'autonomisera du discours officiel et forcément, elle vivra pleinement ses droits de citoyen turc et en même temps, elle arrivera, enfin cette société civile turque, elle arrivera à faire comprendre, notamment dans ce monde globalisé où les sociétés comptent plus qu'avant, elle arrivera à faire comprendre que ben voilà, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Et puis, autre chose importante, la société civile turque n'a pas à être responsable et comptable des erreurs commises par les États. C'est pas à elle d'assumer. Ouais. Il faut arrêter de croire que c'est à la société civile turque d'assumer les erreurs d'un État. Et même l'État actuel turc n'est pas responsable.
C'est le problème, c'est le négationnisme. C'est pas l'État actuel, Erdogan et compagnie. Il faut leur faire comprendre ça. Alors, néanmoins, vous dites, Guillaume Perrier, et vous le dites aussi avec ses le discours a changé un petit peu quand même ces derniers temps. Aujourd'hui, ce sont les islamistes qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est lié? Pourquoi? Oui, c'est lié, parce qu'il y a eu une forme d'alternance, effectivement, et on sait que jusqu'à 2005, le verrou historique, il était tenu d'abord par les militaires et par la bureaucratie kémaliste. Donc c'est vrai que l'alternance à la tête du pouvoir en Turquie a suscité une ouverture, un espoir. Après, la reprise en main de l'appareil d'État par les islamistes les conduit aujourd'hui finalement à adopter des positions je dirais assez classique de l'État turc et donc aussi sur la question arménienne. Et on l'a vu très bien avec la réaction après les déclarations du pape. Elles sont d'un classicisme à toute épreuve. Et c'est la réaction que produit la Turquie depuis des dizaines d'années dès qu'un État reconnaît le génocide. Donc après, pour prolonger ce qu'a dit Gates, effectivement, je crois que la démocratisation de la Turquie passe inévitablement par la reconnaissance de ce génocide de 1915, puisque ce génocide est un acte fondateur de l'État turc. Donc aujourd'hui, pour transformer l'État turc en une démocratie, pour le faire passer d'un État autoritaire à un État vraiment démocratique et donc capable d'adhérer à l'Union européenne, il faut passer par cette reconnaissance de son histoire, par le fait qu'il est assis sur un génocide au niveau institutionnel, à tous les niveaux. On a parlé tout à l'heure du palais de Çankaya. Ça a été la résidence du président de la République pendant un siècle. Et ce palais a été une propriété spoliée à une famille d'Arméniens pendant le génocide. Imaginez le palais de l'Élysée spolié à une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un symbole absolument incroyable. Et pendant un siècle, le président de la République est resté dans ses murs. Alexis Goffsian, vous partagez ça? L'entrée de la Turquie dans l'Europe, notamment, peut être un levier pour Tout à fait. C'était d'ailleurs le sens du changement momentané des islamistes à un moment donné. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution de la société civile turque, parce que pendant des années, ça a été le fait des intellectuels. Ceux qui étaient des militants des droits de l'homme, qui agissaient au niveau de la gauche, qui travaillaient sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec un partage de l'information au niveau mondial, c'est chaque Turc qui a accès à ces informations. Donc la transformation, l'évolution est beaucoup plus rapide qu'on peut l'imaginer, même si tout le monde ne s'exprime pas pour l'instant. Philippe Kettelbach, avant de conclure, on arrive au terme du débat. Vous partagez cette idée? Vous êtes, ce sera la société civile qui fera avancer les choses et... Le mieux, ça serait que le gouvernement, tout de suite, reconnaisse et que le dossier soit réglé, bien sûr. Mais comme ce n'est pas le cas, il faut s'appuyer sur la société turque, les jeunes, les intellectuels et puis tous les citoyens turcs qui veulent que leur pays évolue, aillent vers la démocratie. Donc bien sûr, et le fait que dans le monde entier, il y ait une mobilisation, ça les encourage, ça les soutient. Et puis je dois dire aussi, peut-être pour conclure, qu'on voit quand même 100 ans après que l'histoire peut bégayer, puisque en ce moment même, il y a un génocide qui démarre avec les chrétiens d'Orient en Syrie et avec Daesh. Et donc je crois que là aussi, en reconnaissant ce qui s'est passé il y a 100 ans, on évite peut-être que d'autres génocides se reproduisent. Donc il y a aussi une responsabilité historique dans la région à ce qu'on fasse vraiment l'inventaire du passé et qu'on se tourne vers l'avenir pour être sûr qu'il n'y ait plus à l'avenir de nouveaux massacres, de nouveaux génocides et ce rejet de l'autre simplement parce qu'il a une religion différente ou parce qu'il n'est pas exactement sur la même position. C'est pas acceptable. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Dans 15 jours, Laurent Bazin vous parlera des satellites et de leur impact sur notre quotidien. Quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour un documentaire sur l'histoire des mineurs dans la région Nord. À très vite sur Public Sénat.